Selon le récit entourant l'enquête, l'une des preuves médico-légales les plus surprenantes qui aurait été découverte dans le tunnel caché sous la propriété de Gene Hackman était l'ADN, qui ne contredisait pas du tout son identité. Cela lui correspondait parfaitement. Les enquêteurs auraient trouvé des traces de son propre matériel biologique incrusté dans les engrenages d'un système de verrouillage mécanique dissimulé, conservé dans un endroit qui n'aurait jamais dû nécessiter l'attention d'un homme de 95 ans en fin de vie. Si ces rapports sont exacts, l'implication est extraordinaire, car elle suggère que Gene Hackman a physiquement interagi avec ce mécanisme au cours des derniers jours précédant sa mort. Cette possibilité semble difficile à concilier avec la version publique des événements qui ont suivi son décès. Les récits officiels décrivent un homme âgé, souffrant d'une grave maladie cardiaque tout en subissant également les effets d'une maladie d'Alzheimer, avancé dévasté émotionnellement après avoir perdu sa femme et s'étant progressivement retiré du monde extérieur. Selon ce récit, ces derniers jours ont été définis par la confusion, le déclin physique et un chagrin accablant. Pourtant, les prétendues preuves médico-légales suggèrent une possibilité très différente dans laquelle Hackman serait resté suffisamment actif physiquement pour manipuler un système mécanique caché situé profondément sous sa propre maison. Si les preuves ADN rapportées provenaient véritablement de ces mécanismes cachés, les enquêteurs seraient naturellement obligés de poser une question difficile. Pourquoi un homme soi-disant confiné en raison de la détérioration de sa santé descendrait-il à plusieurs reprises vers une structure souterraine cachée au cours de la dernière semaine de sa vie? Quelle tâche aurait pu être suffisamment importante pour surmonter l'âge, la maladie et le chagrin? On ignore si ces questions recevront un jour des réponses définitives, mais elles constituent le fondement d'une théorie qui remet en question presque toutes les hypothèses formulées au cours des premières étapes de l'enquête. Lorsque la nouvelle a été annoncée que Gene Hackman avait été retrouvé mort dans sa propriété isolée de 4 millions de dollars au Nouveau-Mexique, l'explication est apparue tragiquement simple. L'acteur légendaire avait 95 ans. Son épouse Betsy Arakawa, 65 ans, serait décédée environ une semaine plus tôt des suites de complications liées à une grave maladie virale. Les responsables médicaux ont indiqué que la cause du décès de Hackman était une insuffisance cardiaque, la maladie d'Alzheimer étant identifiée comme une condition contributive importante. Pour le public, cela semblait être une fin déchirante mais compréhensible pour la vie d'un homme vieillissant qui s'était progressivement retiré de la vue du public. L'histoire a résonné parce qu'elle semblait douloureusement humaine. Un mari dévoué perd sa femme est rongé par le chagrin et une santé déclinante et décède tranquillement seul dans la maison qu'ils partageaient ensemble. Il n'y a eu aucun affrontement dramatique, aucun signe évident de violence et aucune preuve immédiate suggérant une implication criminelle. Tout semblait s'emboîter avec une simplicité déchirante. Pourtant, selon des rapports ultérieurs entourant l'enquête, plus les autorités examinaient la propriété en profondeur, plus ce récit apparemment complet commençait à s'effriter. Pour de nombreuses personnes qui ont suivi l'histoire, l'arrivée des enquêteurs fédéraux sur le domaine n'a guère attiré l'attention. Les décès de célébrités impliquent souvent des agences supplémentaires en raison de problèmes de sécurité de gestion successorale ou d'exigences procédurales liées à des individus de premier plan. Des images de caméras corporelles publiées plus tard ont montré des policiers localisant Betsy Arakawa dans une zone de la résidence avant de finalement découvrir que Gene Hackman s'était effondré près de l'entrée principale. Pour la plupart des observateurs, rien dans ces premières images ne semblait incompatible avec l'explication officielle. De même, bon nombre des dispositifs de sécurité inhabituels du domaine ont été initialement rejetés comme de simples précautions compréhensibles d'un acteur célèbre qui avait passé des décennies à éviter toute attention indésirable. Des portails en acier renforçaient des systèmes de détection de mouvement, des équipements de surveillance thermique et de nombreuses mesures de protection de la vie privée semblaient parfaitement raisonnables pour quelqu'un qui avait vécu sous la surveillance constante du public. Même les accords de confidentialité stricts qui auraient été signés par le personnel de maison, les entrepreneurs, les paysagistes et les préposés à l'entretien étaient simplement considérés comme faisant partie de la protection de la vie personnelle d'une célébrité. Pris isolément, aucun de ces détails ne semblait suspect.
Ironiquement, ce sentiment de normalité est peut-être devenu la plus grande protection de toutes. Caché derrière d'épaisses forêts de pins et de genévriers, entouré d'imposants murs de pierre, le domaine avait peu à peu disparu de la curiosité du public, bien avant que Gene Hackman ne se retire du métier d'acteur. Au fil des années, les mesures de sécurité extraordinaires sont devenues si familières que les voisins et les visiteurs ont complètement cessé de les interroger. Ce qui aurait pu paraître inhabituel a fini par se fondre dans l'image acceptée d'une légende privée d'Hollywood déterminée à vivre en paix. Selon des récits qui ont émergé plus tard, tout a commencé à changer, après que des spécialistes légistes auraient eu accès aux serveurs de sécurité interne du domaine. Là, les enquêteurs auraient reconstitué une chronologie comportementale beaucoup plus détaillée que tout ce qui était initialement disponible à partir des déclarations de témoins ou des seules observations physiques. Chaque enregistrement numérique, journal, système et action enregistrée a été soigneusement analysé dans le but de comprendre exactement ce qui s'était passé au cours de la dernière semaine avant la mort de Hackman. À mesure que ce calendrier évoluait, plusieurs hypothèses avancées au cours des premières heures de l'enquête seraient devenues de plus en plus difficiles à étayer. Les découvertes médicales avaient déjà établi un détail critique. Betsy Arakawa est décédée environ 7 jours avant Gene Hackman. L'explication officielle suggérait qu'en raison de l'évolution de sa maladie d'Alzheimer, Hackman n'aurait peut-être jamais pleinement compris ce qui s'était passé après la mort de sa femme. Une telle interprétation offrait une explication compatissante de la raison pour laquelle il n'avait jamais demandé d'aide. Pourtant, les enregistrements électroniques de la succession auraient brossé un tableau beaucoup plus complexe. Au cours de ces 7 jours, les enquêteurs n'auraient trouvé aucune trace d'appel téléphonique sortant demandant les services d'urgence. Aucun appel n'est parvenu aux membres de la famille. Aucun médecin n'a été contacté. Aucune tentative désespérée d'aide extérieure n'est apparue dans le système de télécommunication. Officiellement, la mort de Gene Hackman a été attribuée à une maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse, la maladie d'Alzheimer, contribuant de manière significative à sa condition physique. Même en acceptant ces conclusions médicales, une question inévitable demeurait. Pourquoi n'y a-t-il eu absolument aucune tentative de communication avec le monde extérieur pendant une semaine entière? Imaginez cette situation un instant. Un homme de 95 ans atteint d'une maladie cardiovasculaire avérée reste dans une enceinte isolée après le décès de sa femme. Selon des informations ultérieures, plutôt que de contacter les services d'urgence ou de demander de l'aide à qui que ce soit, il se serait dirigé directement vers le panneau de contrôle central de sécurité du domaine. Ce qui s'est passé ensuite, s'il est décrit avec précision dans les sources d'investigation, remet en question l'image largement acceptée d'une désorientation mentale totale. Les enquêteurs auraient en conclu que le jour même de la mort de Betsy Hackman avait saisi manuellement les codes de sécurité de niveau administrateur dans le système de contrôle de la propriété. Selon la chronologie rapportée, il a désactivé toutes les caméras de surveillance intérieure situées dans toute la maison avant d'activer immédiatement les alarmes périmétriques extérieures du domaine à leur réglage de sensibilité le plus élevé. Chaque action était censée être enregistrée électroniquement avec des eurodatages précis documentant l'ordre exact dans lequel elles se produisaient. Si elles sont exactes, ces actions démontrent une conscience procédurale remarquable plutôt qu'une confusion évidente. Ce qui est encore plus frappant était la manière dont ces commandes auraient été saisies. Selon les récits décrivant les journaux de sécurité, Hackman a terminé la séquence sans hésitation, sans tentative répétée et sans incertitude apparente. Il exécuta les commandes requises, comme s'il avait mémorisé le processus bien avant que ces derniers jours n'arrivent. Les enquêteurs auraient noté qu'un tel comportement ressemblait à celui d'une personne exécutant une procédure soigneusement répétée, plutôt qu'à quelqu'un agissant de manière impulsive sous l'effet d'une détresse émotionnelle. Pour les spécialistes du comportement examinant les preuves disponibles, ces actions signalées suggéraient une planification délibérée plutôt qu'une panique. Désactiver les caméras intérieures tout en maximisant la sécurité extérieure ne semble pas être la décision aléatoire que l'on pourrait attendre de la part d'une personne submergée par la confusion. Au lieu de cela donne l'impression que quelqu'un empêche intentionnellement l'enregistrement des activités à l'intérieur de la résidence, tout en garantissant que les défenses extérieures de la propriété restent pleinement opérationnelles. Il reste incertain
si cette interprétation s'avère finalement correcte, mais elle serait devenue l'une des questions centrales guidant l'enquête. Un examen plus approfondi de la résidence aurait révélé des détails supplémentaires étayant la possibilité qu'une activité intentionnelle se soit poursuivie à l'intérieur de la maison après la mort de Betsy. Les meubles de plusieurs pièces auraient été déplacés avec précision plutôt que renversés dans le désordre. Le mobilier des chambres semblait soigneusement repositionné au lieu d'être accidentellement déplacé. Il a été démontré que les coffres-forts personnels avaient été ouverts depuis l'intérieur de la résidence plutôt que forcés par des étrangers. Chaque détail individuel aurait pu paraître insignifiant à lui seul, mais ensemble, ils suggéraient un schéma délibéré plutôt qu'une errance sans but. Les analystes comportementaux examinant la séquence globale seraient parvenus à une conclusion qui a surpris de nombreux enquêteurs. Selon ces récits, les mouvements documentés dans toute la maison ne ressemblaient pas au comportement d'une personne en proie à une grave confusion ou à un effondrement émotionnel. Au lieu de cela, ils semblaient cohérents avec un processus organisé mené selon une séquence qui aurait pu être pratiquée longtemps à l'avance. Si elle est vraie, cette conclusion a fondamentalement modifié l'orientation de l'enquête en suggérant que les actions finales de Hackman auraient pu être intentionnelles plutôt qu'accidentelles. C'est cette incertitude croissante selon les rapports d'enquête qui a finalement convaincu les autorités fédérales d'étendre les recherches au-delà de la structure visible du domaine lui-même. Plutôt que de limiter leur examen aux pièces situées à l'intérieur du manoir, les spécialistes ont commencé à explorer le sol en utilisant une technologie d'imagerie de plus en plus sophistiquée. Si les réponses ne pouvaient pas être trouvées à l'intérieur de la maison, les enquêteurs pensaient qu'elles pourraient exister en dessous. Pour y parvenir, les autorités auraient déployé un équipement de numérisation LIDAR avancé ainsi que des systèmes d'imagerie thermique capables d'identifier les espaces souterrains cachés sans perturber la terre environnante. En envoyant des millions d'impulsions laser sur les surfaces structurelles et en mesurant les signaux réfléchis avec une précision extraordinaire, la technologie LIDAR peut générer des cartes tridimensionnelles très détaillées, révélant des vides des passages cachés et des éléments architecturaux inattendus cachés sous les bâtiments. Dans cette affaire, les enquêteurs auraient dirigé ces instruments vers le bas, à travers les étages de la résidence de Hackman. Presque immédiatement, la technologie aurait détecté quelque chose de très inhabituel. Selon certaines informations, les premières analyses ont identifié une profonde anomalie thermique s'étendant derrière un mur de la bibliothèque privée de Gene Hackman avant de descendre à travers des couches de substrat rocheux solides sous le domaine. La formation semblait beaucoup trop structurée pour être considérée comme une formation géologique aléatoire. Les enquêteurs ont ensuite comparé les images nouvellement générées au registre de construction du comté, au permis d'architecture et aux documents de planification historique dans le but d'identifier la structure. Ce qu'ils auraient découvert a soulevé encore plus de questions. Malgré le niveau de détail extraordinaire révélé par la cartographie LIDAR, aucune structure souterraine correspondante n'est apparue dans les registres officiels de planification civile. Le prétendu tunnel-chambre ou passage n'a jamais été documenté lors de la construction initiale des rénovations ultérieures ou de toute inspection ultérieure déposée auprès des autorités locales. Sur le papier, selon ces témoignages, la fonctionnalité underground n'existait tout simplement pas. Si ces rapports décrivent avec précision l'enquête, ils expliquent pourquoi les autorités auraient traité la découverte avec autant de prudence. Les agents d'entretien avaient initialement découvert le couple décédé le 26 février. Et bien que les enquêteurs n'aient observé aucun signe d'entrée forcée dans la résidence, ils ont considéré les circonstances environnantes suffisamment inhabituelles pour justifier un examen médico-légal complet de l'ensemble de la propriété. Au fur et à mesure que de plus en plus d'informations faisaient surface, l'attention se déplaçait de plus en plus du manoir visible vers ce qui restait caché en dessous. Selon les descriptions qui ont circulé par la suite, les enquêteurs ont finalement localisé l'entrée du passage caché, dissimulée derrière une étagère d'apparence ordinaire à l'intérieur de la résidence. Mais ce n'est pas seulement la porte cachée qui a impressionné les spécialistes expérimentés. C'était la remarquable simplicité et la durabilité du mécanisme de verrouillage qui le protégeait.
Contrairement aux pièces dissimulées modernes reposant sur des scanners biométriques, des claviers électroniques ou des systèmes d'activation sans fil, cette entrée dépendrait entièrement d'une conception mécanique complexe, construite directement dans du bois lourd et de l'acier. Le mécanisme aurait nécessité une séquence précise de mouvements manuels soigneusement coordonnés avant que le passage dissimulé ne s'ouvre. Parce qu'il ne contenait aucun composant électronique, aucun système de communication sans fil, et aucune commande numérique, il ne générait pratiquement aucune signature radiofréquence que des enquêteurs extérieurs pourraient détecter. Même une panne de courant totale laisserait le mécanisme pleinement fonctionnel. Celui qui a conçu un tel système semblait donner la priorité à la permanence au secret et à la fiabilité avant toute commodité moderne. Devant cette entrée cachée, les enquêteurs auraient réalisé qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus sophistiqué qu'une pièce cachée ordinaire. Chaque décision technique suggérait une planification minutieuse destinée à préserver une intimité absolue pendant plusieurs décennies. Une fois que le mécanisme a finalement cédé et que le passage s'est ouvert, les agents fédéraux ont tranquillement franchi l'entrée cachée et ont commencé à descendre dans ce qui était resté caché sous la propriété de Gene Hackman pendant tant d'années, incertain de ce que l'obscurité en dessous était sur le point de révéler. La partie supérieure du tunnel a été renforcée par du béton coulé et des poutres en acier. Le docteur Marcus L. Ford, un ingénieur en structure attaché à l'équipe fédérale d'intervention médico-légale, a examiné l'espacement des rivets sous sa lampe et est resté silencieux. Il resta là plusieurs secondes sans parler, une main toujours posée contre le béton, son pouce traçant la tête d'un seul rivet, comme pour confirmer ce que ses yeux lui avaient déjà dit. La mauvaise méthode et la configuration des rivets correspondaient aux normes de construction de sécurité militaire des années 1950. En 30 ans d'évaluation structurelle, il a déclaré à l'enquêteur principal qu'il n'avait observé cette tendance qu'à 2 autres endroits. Toutes 2 étaient des installations fédérales classées. À une profondeur d'environ 40 pieds, tout a changé. Le béton s'est arrêté, les poutres en acier ont disparu. Ce qui les a remplacées, ce sont des murs en pierre brute sculptés de milliers de marques d'outils primitifs. La température a fortement chuté. L'air avait un goût métallique que les moniteurs atmosphériques de l'équipe ont enregistré comme des particules oxydées, en suspension et non perturbées. Le noyau sculpté à la main n'était pas moderne. Il faisait partie d'une formation géologique artificielle antérieure à la construction des années 1950. Il est antérieur au domaine. Au milieu du XXe siècle, quelqu'un l'avait trouvé renforcé, militarisé et enterré l'entrée sous une résidence privée jusqu'à ce que l'ADN revienne. Ce que l'ADN a confirmé. L'enquête a porté sur la poussière, en particulier sur la poussière extraite des engrenages intérieurs du système de verrouillage mécanique. Le technicien légiste spécial Raymond Voss, attaché à l'équipe fédérale des preuves à Albuquerque, a examiné le mécanisme de la bibliothèque sous un microscope. On lui avait dit de rechercher tout ce qui n'était pas compatible avec une inutilisation à long terme. Ce qu'il trouva lui fit déposer ses instruments avant d'écrire un mot de son rapport. Les marques d'abrasion métallique sur les engrenages intérieurs étaient fraîches, vieilles non pas de mois, ni d'années, mais de jours, s'alignant avec une précision médico-légale sur la fenêtre de 7 jours entre la mort de Betsy et celle de Gene. Voici ce que cela signifie. Et Aaron Betsy avait 30 ans de moins que Gene et semblait être son gardien. Alors quand elle est morte, il semble qu'il n'y ait personne pour s'occuper de lui. Le médecin légiste affirme qu'il n'avait pas de nourriture dans l'estomac au moment de son décès. L'ADN que Voss a récupéré de ses équipements était celui de Hackman, ses cellules cutanées, sa sueur. Sa signature biologique s'est gravée dans le métal au cours de la dernière semaine de sa vie, lorsque l'avis médical officiel l'a cloué au lit et désorienté par le chagrin. L'homme qui ne pouvait plus tenir une fourchette de manière fiable avait actionné cette serrure de ses propres mains à plusieurs reprises. C'est la première moitié de la promesse du titre. L'ADN sur les engrenages ne place pas simplement Hackman dans le tunnel, il l'y place pendant une fenêtre, alors que selon tout témoignage public, il aurait dû être incapable d'atteindre l'étagère, sans parler de désengager un lourd réseau de boulons mécaniques. Cela joue contre lui, car cela démonte l'histoire de couverture d'un vieil homme confus mourant sous le choc. Il n'était pas confus, il travaillait. La deuxième découverte, ADN, a complètement modifié le caractère de l'enquête.
La matière organique récupérée dans la section la plus profonde de la chambre, bien en dessous de l'engrenage que Voss venait d'échantillonner, a produit des lectures biologiques qui ne correspondaient à aucun profil attendu. Ni Hackman, ni Arakawa, ni aucune contamination vieille, de plusieurs décennies, compatible avec un vieux bunker. Le matériel indiquait une exposition active à des conditions biologiques qui ne devraient pas exister dans un espace souterrain isolé situé sous un domaine privé. Des sources proches de l'équipe médico-légale n'ont confirmé que cela. Les découvertes d'ADN en chambre profonde ont déclenché une escalade immédiate. L'affaire a été retirée du processus d'enquête standard en quelques heures et acheminée vers le niveau de classification le plus élevé disponible. Pas de curiosité historique, mais une préoccupation active et continue. La matière organique n'avait aucune explication innocente. Sa présence a confirmé que le tunnel n'était pas en sommeil. Quelque chose de biologique avait été actif dans cet espace récemment. Et l'ADN de Hackman sur les mécanismes de verrouillage prouvait que c'était lui qui ouvrait la porte, la chambre ci-dessous. Lorsque toute l'équipe a atteint la base du tunnel, ils sont entrés dans une chambre qui a démonté toutes les charpentes qu'ils avaient emportées avec eux. Le sol, en pierre naturelle, a été volontairement nivelé. Sa surface était gravée d'un système complexe de coordonnées astronomiques. Une cartographie précise des orbites planétaires qui impliquait des connaissances mathématiques incompatibles avec un usage privé occasionnel. Les lignes sculptées étaient profondes et altérées sur les bords, mais la poussière à l'intérieur de chaque rainure avait été récemment enlevée. Quelqu'un était en train de nettoyer les gravures. Des caisses en bois étaient éparpillées sur le sol, contenant des composants métallurgiques d'origine inconnue. Beaucoup sont moulés en pièces solides, uniques, sans joint de soudure. Une méthode de fabrication sans précédent dans la ferronnerie documentée du début du XXe siècle. Rien de tout cela n'a arrêté la pièce. Intégré le long du mur de pierre brute fixé avec des supports résistants à la corrosion, se trouvait un système de communication en circuit fermé. Un câble coaxial épais isolé, avec du caoutchouc industriel dense, a traversé le mur au-dessus et a traversé des dizaines de mètres de substrat rocheux avant de se terminer dans la chambre en dessous. L'analyste des systèmes électriques, la docteure Claire Souza, détachée d'une unité fédérale d'évaluation des infrastructures, a été chargée d'évaluer le circuit. Elle a retracé la source d'énergie jusqu'à un réseau de piles alcalines, localisé fonctionnant de manière totalement indépendante du réseau électrique du domaine situé au-dessus, dimensionné pour fonctionner sans interruption, même en cas de panne totale de courant en surface. Elle leva lentement la main du boîtier, la façon dont quelqu'un touche une chose qu'il reconnaît depuis un endroit dont il n'est pas autorisé à parler. Il s'agit de l'un des éléments d'infrastructure électrique les plus délibérés qu'elle a été évaluée en dehors d'une installation classée, a-t-elle déclaré à ses collègues. Arrêtez-vous et imaginez ceci. Le système était actif. Son boîtier de protection montrait clairement des traces de nettoyage régulier et d'entretien récent. Et l'ADN de Hackman, encore une fois, est apparu sur les supports du boîtier et sur le boîtier de la batterie. Lorsque Souza a démonté les connecteurs, elle n'a trouvé ni microphone, ni haut-parleur, ni mécanisme de communication vocale dans les deux sens. Le câble se terminait par un grand transducteur de signal mécanique, un dispositif dont la seule fonction était d'être pressé contre des surfaces solides et de capturer des vibrations à extrêmement basse fréquence. Fluctuations de pression, mouvements subtils voyageant à travers les murs de pierre dense, convertis en signaux électriques, transmis vers le haut, via le câble enterré, directement vers un haut-parleur de surveillance dissimulé à l'intérieur des quartiers privés de Hackman au-dessus. Depuis un nombre indéterminé d'années, Hackman ne vivait pas simplement dans ce domaine. Il était stationné là-bas, écoutant non les voix, les émissions, le monde extérieur, les vibrations de tout ce qui se pressait contre l'autre côté d'un mur scellé à 40 pieds sous le sol de sa chambre. La porte scellée de l'extérieur à l'extrémité terminale de ce câble analogique, lié avec de l'époxy industrielle à la structure la plus profonde du mur, le plus éloigné de la chambre, là où la caverne se rétrécissait, en un étranglement contre nature, était une porte en fer massive. Ce n'était pas du matériel balistique moderne. C'était de l'acier au carbone patiné par un âge considérable complètement plat, sans poignée extérieure, sans serrure mécanique, sans clavier électronique, sans charnière visible sur les deux faces. Chaque couture, le long de son périmètre,
avait été scellée avec des lignes de soudure continues, ininterrompues, permanentes, appliquées entièrement de l'extérieur. Les soudures elles-mêmes avaient été réparées à un moment donné, dans un passé récent, ni ouvertes, ni brisées, ni renforcées. Quelqu'un les avait ajoutées, les scellant plus étroitement, lors d'un cycle de maintenance. C'est ce détail qui a brisé le cadre de l'enquête. Une porte de bunker est construite pour protéger les personnes à l'intérieur des intrusions. La poignée, le boulon, les charnières existent tous pour que les personnes à l'intérieur gardent le contrôle. Ils peuvent l'ouvrir. Ils peuvent sortir. Une porte soudée et fermée de l'extérieur sans mécanisme sur aucune face répond à une toute autre logique. Non pas conçu pour protéger, il est construit pour contenir. Lorsque ce simple détail est parvenu aux enquêteurs fédéraux, il a inversé tout le récit de la succession ci-dessus. Les imposants murs de pierre. Les accords de confidentialité qui ont légalement effacé chaque employé des archives publiques. L'isolement total du réseau routier environnant. Ils étaient connus pour être des personnes très réservées et rester seuls avec leurs 3 chiens dans une propriété de 3,3 millions de dollars située dans un quartier calme et isolé de Santa Fe. Hackman a désactivé ses propres caméras internes dans les heures qui ont suivi la mort de sa femme. Assemblées à la lumière de cette porte en acier soudé, aucune de ces mesures ne ressemble aux précautions en matière de confidentialité d'un homme célèbre fatigué des caméras. Il ne se protégeait pas du monde. Il protégeait le monde de tout ce qui existait de l'autre côté. Pendant des années, peut-être au cours des 2 dernières décennies de sa vie, Hackman avait été le seul gardien civil d'une structure de confinement géologique. Le périmètre du domaine empêchait tout accès accidentel. Le câble analogique et le haut-parleur de contrôle suivaient le rythme de ce que la porte en fer retenait. Et maintenant, son ADN sur les serrures, sur les supports de câbles, sur le boîtier de batterie, confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un arrangement passif. Il avait personnellement entretenu le système jusqu'à la semaine de sa mort. Les autorités fédérales disposaient d'équipements de coupage au plasma sur place, des outils de qualité industrielle capables de briser n'importe quelle structure en acier en quelques minutes. Pas un seul agent n'était autorisé à les activer. Des spécialistes se sont tenus devant cette porte rouillée, ont analysé les lignes de soudure, ont documenté la carte astronomique gravée dans le sol et ont pris une décision. Tout reste scellé. Ils ont refusé d'ouvrir ce qu'un homme avait passé sa vie à garder fermé. Et la rapidité du confinement qui a suivi les convois les démentit FOIA. La disparition des dossiers de plaintes municipales remontant à 2019 concernant une vibration basse fréquence émanant du sous-sol vers 2 heures du matin ont confirmé la même chose. Le gouvernement n'avait pas découvert quelque chose de nouveau. Il s'agissait de récupérer un actif connu, ce qui laissait toujours sur la table la question la plus inquiétante de l'affaire. Qu'avait réellement fait Hackman là-dedans pendant les 7 derniers jours de sa vie? Les 7 derniers jours. L'ADN sur les engrenages répond à cette question. Et une fois que vous voyez la réponse, vous ne pouvez pas la ignorer. Lorsque les preuves microlégales, la trace biologique sur le mécanisme de verrouillage, le câble d'écoute et la porte soudée scellée sont examinées ensemble, le silence de Hackman dans la semaine qui a suivi la mort de Betsy cesse de s'expliquer par un chagrin ou un effondrement psychologique. Il s'agissait d'un protocole de sécurité exécuté jusqu'à ses limites absolues par un homme qui comprenait exactement ce que coûterait un échec. Au moment où Betsy a rendu son dernier souffle, son cœur défaillant a été confronté à un calcul impitoyable. Betsy était la principale personne qui s'occupait de son mari au cours de ces dernières années. Et vous pouvez le voir dans les notes qu'elle a laissées à Hackman chez eux. Un seul appel d'urgence aurait déclenché une réaction en chaîne imparable. Police, locale secouriste, équipe médico-légale, médias, personnes n'ayant aucune connaissance du système de confinement, aucune connaissance du tunnel, aucune compréhension de ce qui a été scellé à 40 pieds sous le sol de la bibliothèque. Ils atteindraient inévitablement l'étagère. La curiosité ordinaire et non la méchanceté, mais simplement l'instinct des enquêteurs faisant leur travail aurait pu perturber la séquence de verrouillage, interrompre la ligne de signal ou attirer l'attention sur la porte en fer. Il a fait un choix. Imaginez-le ces derniers jours,
Un homme de 95 ans, atteint d'une maladie cardiaque seul dans une maison silencieuse avec le corps de sa femme, le seul son étant le rythme basse fréquence du haut-parleur de contrôle dans ses quartiers privés. Il a désactivé les caméras internes. Il se dirigea vers la bibliothèque. Il ouvrit la bibliothèque avec des bras qui, selon toute évaluation médicale, n'auraient pas dû y parvenir. Sa respiration était audible dans le couloir vide, lente et superficielle, se rattrapant au début de chaque inspiration. Sa main trembla sur le verrou mécanique, laissant la trace que Voss trouverait plus tard sur les engrenages. La poussière sur la surface de l'engrenage était si fine que le motif d'abrasion préservait chaque placement de doigt individuel, chaque ajustement de prise, chaque instant où sa force cédait, et il dut réinitialiser sa main et réessayer. Il descendit une dernière fois les marches de pierre. Il actionnait les lourdes écluses. Il a vérifié que le confinement restait intact. Il est revenu à la surface. À l'intérieur de la maison silencieuse et scellée, alors que le haut-parleur transmettait toujours depuis le substrat rocheux, il s'assit et écouta jusqu'à ce que son propre rythme cardiaque s'arrête enfin. C'est ce que prouve l'ADN. Non pas qu'il ait été confus, non pas qu'il ait été dépassé, qu'il ait travaillé jusqu'au bout. Avec la précision méthodique d'un homme qui avait exécuté le même protocole à plusieurs reprises auparavant, et qui avait compris que ce serait la dernière fois qu'une personne en qui il avait confiance l'exécuterait, l'incident de Santa Fe a été clos sans explication publique. L'ingénierie anormale, les coordonnées astronomiques, l'ADN de la chambre profonde, le circuit analogique actif, rien de tout cela n'allait jamais être résolu par une enquête standard. Il a été géré, transféré, enterré une seconde fois sous des protocoles de classification plutôt que le contrôle ne soit passé des mains tremblantes d'un civil vieillissant à la machine silencieuse d'un appareil gouvernemental qui ne s'était jamais complètement éloigné. Les agents se sont retirés. Les systèmes LIDAR ont été emballés et retirés. Le domaine a disparu des archives publiques accessibles. Sous le substrat rocheux, la porte en fer corrodée demeure ses soudures intactes. Loin sous la surface du désert de Santa Fe, cette vibration basse fréquence continue son rythme mécanique exactement comme elle le faisait lorsque Gene Hackman était encore en vie pour l'entendre. Tout ce qu'il a passé sa vie à écouter est toujours là. Seul celui qui écoute a été remplacé. Si cette histoire a soulevé plus de questions qu'elle n'en a répondu, abonnez-vous pour plus d'enquêtes qui vont là où s'arrêtent les archives officielles. De nouvelles vidéos chaque semaine.